Merci beaucoup, Georges Chapoutier, pour cette présentation qui brosse bien l'état des lieux de la question, du traitement de l'animal, de son rapport à l'humanité, de la question du rapport de l'humanité à l'animalité, de l'homme à l'animal, de ses différences, de ses similitudes. Le débat assez classique continuité, discontinuité, qui continue finalement à alimenter tout le champ de l'éthique animale. Et enfin, pour en venir à comment faire pratiquement dans la situation actuelle pour essayer de limiter, voire supprimer la souffrance que l'on inflige à des êtres dits sensibles. Et là, moi, je reprendrai peut-être un concept que un philosophe a inventé, Jacques Derrida, qui a beaucoup travaillé sur la question de l'animal et qui disait la chose suivante, c'est une insulte à faire au monde animal que de parler d'animaux, AUX, et donc il proposait le concept de l'animaux, A-N-I-M-O-T, donc il n'existe pas dans la langue française, mais pour essayer de souligner qu'il y a certes un singulier, le monde animal, mais qui est en fait une explosion de pluralité qu'il faudrait étudier quasiment, donc ce que vous avez commencé à faire avec ces catégories, mais qu'il faudrait étudier un petit peu, pas au cas par cas, mais avec beaucoup plus de profondeur, de détails, plutôt que de considérer qui est l'homme versus l'animal. Voilà. C'est déjà un peu le cas, parce que les lois qui protègent les animaux, actuellement, s'intéressent guère qu'aux vertébrés et maintenant aux pieuvres. Bon, au moins pour la recherche scientifique. Donc, on va un peu dans cette direction-là. Mais il y a encore beaucoup, comme dans d'autres domaines, il y a énormément d'incohérences dans le droit. Il y a des choses qui sont tout à fait contradictoires. Très bien. Sur la question de l'animal d'élevage, en tout cas de l'alimentation carnée, je pense qu'on y reviendra avec la présentation qui suit de Jean-Philippe Pierron sur l'éthique alimentaire. Je vous laisse la parole. Qui veut poser une question, faire une remarque pour commencer cet après-midi? Oui. Oui. Bonjour, Christophe Marie. Vous vous êtes efforcé durant ce discours de distinguer l'homme et l'animal à plusieurs reprises. Je voulais savoir ce que vous pensiez de ce que dit Elisabeth de Fontenay sur le propre de l'homme. Comme quoi la définition du propre de l'homme a une conséquence même sur l'homme. Lorsque vous dites l'homme fait des choses plus compliquées, il y a des hommes qui ne font pas des choses plus compliquées. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. La distinction me paraissait un peu oui. Bon, je ne vais pas insister là-dessus. D'abord, vous avez raison de souligner que pour des raisons de facilité, j'ai dit l'homme et l'animal. Ça n'exclut pas, évidemment pas le fait que l'homme est un animal aussi, déjà. Hein. Alors ça rejoint la question de la rupture et de la continuité, que l'homme est un animal, et à beaucoup d'égards, biologiquement, ça fait aucun doute, mais qu'il est un animal un petit peu particulier, et que je pense qu'on peut probablement définir une rupture dans le cadre de la culture. Mais bon, ça nous entraînerait très loin. Maintenant, le propre de l'homme, c'est quelque chose de très difficile à dire, parce que chaque fois qu'on a dit « il y a un propre de l'homme », on s'est aperçu finalement que l'animal s'en approchait. Alors, c'est pour ça que à la fin, j'ai essayé de proposer un certain nombre de grilles, de choses que les autres animaux ne font pas, entre guillemets, encore. Mais chaque fois qu'on a dit « le propre de l'homme, c'est la culture », ça c'est faux. Donc, il faudrait dire un certain type de culture. Et alors, ça rejoint la question de la quantité versus qualité. Moi, je suis de ceux qui pensent que, passer un certain seuil de quantité, on bascule dans la qualité. Donc, je pense que pour la culture humaine, passer un certain seuil de complexité, on bascule dans autre chose. D'autant même que je défends la thèse qu'il y a une coupure, non pas dans la continuité homme-animal, on est des chimpanzés, c'est toute évidence, et on est très proche d'eux à beaucoup d'égards, mais que sur le plan culturel, grâce à notre puissant cerveau et à la quantité d'informations qu'il utilise, on va basculer dans un autre mode d'être. Donc ça, on peut ne pas être d'accord. Hein, alors, Elisabeth de Fontenay pose un peu cette question. Elle n'y répond pas vraiment non plus. Hein. Alors vous savez comment Platon désignait l'homme? Non, allez-y, mais je vais dire autre chose après Platon après. Un bipède sans plume. Ah oui. J'ai oublié. Il n'y a pas d'autre définiction contradictoire de celle-ci. J'ai pas pu parler de tout. C'est mon téléphone qui sonne, mais j'espère qu'il va s'arrêter. Voilà. J'ai pas pu parler de tout, mais pour Platon, quand j'ai parlé des Grecs en particulier, il ne faut pas oublier que les Grecs croyaient dans la métempsychose, que le grand philosophe Platon croyait dans la métempsychose et dans la réintégration de l'âme humaine dans un animal. Ça, c'est une chose que j'ai oublié de dire, qu'il fallait souligner aussi. Ce que voulait dire Platon par là, c'était qu'il y a un danger à définir l'homme par addition.
L'homme, c'est l'animal plus la conscience. L'homme, c'est l'animal plus le langage. L'homme, c'est l'animal plus la culture. En fait, quand on a ce mode de raisonnement-là, forcément, on va trouver des hommes qui n'ont ni le langage, ni la culture, et finalement, on va leur enlever la qualité d'homme. Donc, il ne faut peut-être pas penser par surdétermination, mais par sous-détermination. Donc, le seul commun qu'il avait trouvé, c'est que c'est un bipède sans plumes. Et là, nous sommes tous des bipèdes sans plumes. C'est quand même un petit peu réducteur, parce qu'il y a d'autres bipèdes sans plumes. Bon. Ah bon le chimpanzé peut marcher. Oui. Le chimpanzé, il n'est pas vraiment bipède. Oui. Mais enfin, c'est le seul bipède sans plumes. C'est un peu réducteur. Mais alors, que faire des bipèdes avec des plumes? Que faire des bipèdes avec des plumes? C'est pas un homme, précisément. Oui, non, mais ça. Non, mais c'est pour le mode de raisonnement par rapport au propre de l'homme, par rapport à la question. Moi, je le placerais différemment. Ça, c'est une façon un peu humoristique de voir les choses, mais si on parle de quantité d'information ou de complexité ou de qualité d'information, si on coupe les capacités intellectuelles assez haut, on trouvera toujours une différence entre l'homme et l'animal. Si on coupe assez haut, le langage, par exemple, il y a des proto-langages chez les animaux, mais si on coupe assez haut, on tombe sur l'homme. Donc je crois que, au point de vue de la différence de quantité, ça pose aucun problème. C'est la différence de qualité qui peut en poser, et sur laquelle on ne sera probablement pas d'accord les uns et les autres. Il y a un célèbre réanimateur, anesthésiste surtout, qui a dit à propos des personnes en état végétatif persistant, ce sont des intermédiaires entre l'animal et l'homme. Ça fait l'objet d'ailleurs de l'avis numéro 7 du Comité consultatif national d'éthique sur les personnes en état végétatif persistant, disant que plus une personne est vulnérable, plus on a d'obligations à son égard. Et l'argumentation était que ce qui distingue d'une certaine manière l'homme de l'animal, c'est sa faculté de penser, sa capacité de relation, et que dès lors une personne était plus en capacité de relation, et ça a été beaucoup évoqué pour M. Vincent Lambert ces derniers mois, est-ce qu'il est en relation ou pas, est-ce qu'il a encore une compétence, une vigilance, alors il ne fait plus partie du règne des humains. Est-ce que pour vous la conscience, parce que vous avez quand même évoqué, c'était brillant, on a oublié de le remercier, parce que moi qui ne suis pas un spécialiste de ces questions, je vous ai écouté avec gourmandise dans tous ces développements. On attend de vous revoir à l'espace éthique pour nous faire un long cours pendant 1 heure, mais que vous approfondissiez tout ce que vous avez évoqué. Donc est-ce que la conscience peut être ce qui caractérise d'une certaine manière, distingue ce que serait l'homme, avec un H majuscule, de l'animal, sachant que Peter Singer, par exemple, que vous avez dû étudier, est extrêmement critique, notamment sur l'autonomie de l'enfant, du nouveau-né, notamment s'il est un grand handicapé, qu'il considère infra-animal d'ailleurs, et n'ayant pas dignité d'existence. Voilà, toutes ces questions, est-ce que vous les avez abordées d'un point de vue éthique ? Alors, bon, je vais vous répondre, peut-être pas de façon satisfaisante. Alors, Peter Singer, d'abord, les utilitaristes anglo-saxons disent en substance, ils ne le disent pas très clairement, mais quand on gratte, ils le disent. Disent, il n'y a pas de raison de défendre, donner la priorité de respect à un handicapé humain qui n'a plus sa conscience par rapport à un chimpanzé adulte. Ou même un bébé humain par rapport à un chimpanzé adulte. Donc, sur un plan discursif, pourquoi pas ? Je trouve ça extrêmement dangereux. C'est-à-dire que je pense que même si ça peut se défendre, qu'effectivement que le chimpanzé adulte, il a une conscience très forte que n'a probablement pas l'enfant qui vient de naître, humain. Bon. Mais je pense que c'est extrêmement dangereux, que si on met la main là-dedans, c'est-à-dire que si on commence à dire qu'on va juger les êtres vivants d'après leur niveau intellectuel, ça devient extrêmement dangereux. En d'autres termes, tout en maintenant la réflexion, et c'est utile d'intéresser à la conscience animale, je pense j'ai dit qu'il ne fallait pas confondre les droits de l'homme et les droits de l'animal. Les droits de l'homme, ce n'est pas des droits de l'animal particuliers. En particulier, il y a l'idée que l'homme, dans son espèce, va protéger d'office tout être humain, dans quelque état qu'il soit. Et donc, sache qu'il faut le maintenir. Si on commence à lâcher là-dessus, on va vers une morale extrêmement discutable. Donc, moi, je maintiens cette position-là, qui est qu'il ne faut pas considérer les droits de l'homme comme un droit de l'animal particulier. Les droits de l'homme, c'est autre chose. Il faut vraiment séparer. Et donc, respecter l'être humain dans toutes ces conditions, parce que c'est un être humain. Alors maintenant, jusqu'où ? Là, c'est un autre problème. Faut-il respecter quelqu'un qui n'est plus conscient du tout ? Ça, c'est à l'intérieur même des droits de l'homme. Là, c'est une question qui se pose, qui n'est plus... C'est plus par rapport à un chimpanzé, c'est par rapport à sa conscience générale. Vous avez déjà, par exemple, qu'on considère qu'un être humain en gestation de moins de 3 mois peut être supprimé. Donc, il y a des cas où c'est admis. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Je vous dis que c'est un problème, le problème de l'avortement, un problème sur lequel les êtres humains, vous tous, ne seront pas d'accord. Mais là, c'est un problème. Il faut rester dans les droits de l'homme, dire que d'abord, par principe,
toute personne humaine doit être respectée, et alors ensuite voir si dans certains cas particuliers, on peut s'en dispenser. Et là, on ne sera pas d'accord les uns avec les autres. Pour chacun d'entre nous, que ça vous renvoie à une réalité aussi immédiate. Je crois que la question de la conscience est une question importante, puisque dans la loi du 2 février 2016 sur la fin de vie, avec la sédation profonde et continue, on considère qu'une manière, pour l'instant transitoire, d'accompagner le choix de l'euthanasie, c'est d'abolir la conscience humaine. Et donc cette sédation profonde et continue fait qu'à un moment donné, on considère que la personne, finalement, est dans un parcours équivalent, finalement, à ce qui est déjà sa mort, quoi. Donc c'est des questions, à mon avis, très importantes et que vous avez permis, par ce détour, par l'animal, de poser d'une manière centrale. Moi, ça, vous êtes plus compétent que moi là-dessus. Hein, mais il y a le problème de la fin de vie, il y a le problème aussi de l'embryon, qui est pas du tout clair, hein, parce que la séparation à 3 mois n'est satisfaisante ni pour les uns ni pour les autres, puisque c'est un continuum. C'est pas simple. Comme ce matin, l'intervention d'Alexis Grimbaud nous a montré que l'interrogation sur les machines et les robots, c'était finalement une interrogation sur l'homme. Là, on peut dire de la même façon que s'interroger sur les autres animaux, c'est aussi s'interroger sur l'homme. Ça amène à s'interroger sur l'homme, mais pas seulement. Ça amène aussi à savoir comment traiter les animaux, et selon les groupes. Et j'ai effectué une espèce d'esquisse de 4 groupes possibles. Il est évident que le législateur va avoir du pain sur la planche pour savoir de quelle façon traiter les animaux. C'est le cas déjà, hein. Puisque en recherche scientifique, par exemple, sont protégés les vertébrés et les pieuvres, enfin les céphalopodes. Donc déjà, il y a eu un premier effort de tri. Très bien. Merci beaucoup encore, on peut l'applaudir.